De retour à cette édition spéciale sur Al24 News au sujet du troisième jour, quatrième en Iran à l'heure actuelle, donc de cette guerre totale régionale qui sévit au Moyen-Orient. Nous parlions tantôt de la situation au Liban. Manuel Pouchelet, c'est un pays que vous connaissez bien, vous êtes franco-libanais, je le rappelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation qui prévaut à Beyrouth à l'heure actuelle? Est-ce qu'il faudra s'attendre, il faut s'attendre à de nouvelles frappes sionistes? Je le disais tantôt, l'armée sioniste vient d'annoncer que les habitants de certains immeubles dans la banlieue sud de Beyrouth devaient donc évacuer ces zones, même si le Hezbollah, il faut le dire, n'intensifie pas pour l'instant sa riposte à l'agression contre l'Iran. Oui, en effet. Alors, c'est les procédures habituelles que vous avez au Liban en matière de sécurité que l'armée israélienne diffuse auprès des civils et des autorités libanaises. Avant chaque frappe, ils préviennent en disant il faut évacuer tel ou tel quartier. On note également l'évacuation de dizaines de milliers de civils du sud Liban ayant intervenu hier. Alors c'est malheureusement le quotidien, enfin ça l'était, vous savez, quand il y a eu l'agression de l'armée israélienne il y a quelques mois de cela. En effet, oui, l'objectif, c'est de protéger la population libanaise parce que les Israéliens ont conscience d'une chose, c'est que vous savez, au Liban, il cohabite quand même 18 communautés religieuses. Et ces communautés religieuses cohabitent, on va dire, en termes d'affaires, elles sont capables de cohabiter, mais elles sont surtout capables de se diviser puisque ces Israéliens, je le rappelle, ont occupé le territoire libanais jusque dans les années 2000 et qu'ils se sont retirés au-dessus du Litanie en 2006. Moi-même, j'en ai été témoin puisque j'étais à l'état-major de la FINUL, donc avec l'ONU. Mais pour vous rappeler une chose importante, c'est que de toute façon, les Libanais sont très divisés aussi sur la question. On sait que le Hezbollah est aussi un parti politique. Alors, vous avez la milice armée, bien entendu, mais en même temps, ce qui m'interroge aussi, c'est de voir quand même que malgré le discours rassembleur du nouveau président libanais, Monsieur Joseph Aoun, voilà, d'ailleurs qui avait même été reçu en Algérie il y a quelques mois, bien entendu, par le président Abdelmajid Tebboune. Voilà, oui, tout à fait, avec le président de la République algérienne, ils avaient évoqué ces sujets-là. Parce que la stabilité du Liban, de toute façon, malheureusement, j'allais dire, l'histoire nous le démontre, le Liban a toujours été la caisse de résonance du Moyen-Orient. Et les Libanais, moi je peux vous le dire, la classe moyenne est excédée de se dire qu'ils règlent leurs différences sur le territoire libanais. Il y a une chose dont on parle peu dans les médias, il faut savoir que les autorités du gouvernement de Téhéran sont également partis se réfugier un peu dans tous les pays dans lesquels ils avaient des représentants. Et le Liban a accueilli récemment des autorités de Téhéran, je pense, qui ont organisé, on va dire, la résistance à partir du territoire libanais. Mais le Hezbollah, si vous voulez, est un parti. Permettez-moi juste d'annoncer que la résistance islamique irakienne annonce des attaques sur la base américaine d'Erbil en ce moment même. Le chef également du mouvement du djihad islamique palestinien au Liban est tombé en martyr. Il s'agit de Adham Adnan al-Atman. Voilà, en fait, vous confirmez des informations importantes. Israël est déterminé à éliminer ses contradicteurs. Je parle vraiment d'élimination. À défaut d'éliminer les idées, ils vont éliminer physiquement. Elle ne se retient pas non plus de cibler des civils. Il y a des enquêtes en cours au Liban. Il y a des enquêtes en cours au Liban. Je vous ferai remarquer qu'il y a eu des exactions qui ont été commises par Tsahal au sud Liban et qui sont condamnables. Et d'ailleurs, dont il y a des dossiers qui devraient repasser par la Cour pénale internationale, parce que pour génocide de M. Netanyahou. Mais bon, vous savez, le Conseil de sécurité est verrouillé. J'ai l'impression que Voilà, bien sûr, et j'ai l'impression que l'ONU, est en train de dangereusement prendre la pente de la Société des Nations, il fut un temps. Donc, vous savez, le Liban, malheureusement, encaisse, fait preuve de résilience. Les infrastructures sont régulièrement détruites, mais le message que vient d'envoyer l'armée israélienne, c'est très précis. Ils ont bien précisé les bâtiments et également les secteurs à évacuer, parce qu'on sait pertinemment qu'avec les armes d'aujourd'hui, ils sont capables de frapper au mètre près. Là, je n'exagère pas quand je vous l'annonce, mais il y a toujours, comme d'habitude, des risques de dégâts collatéraux, puisqu'à Beyrouth, il n'y a pas forcément d'abri. Oui. Et la Maison-Blanche a annoncé dans une note adressée aux sénateurs républicains au Congrès que 4 objectifs, et Bataoui, nous parlions tantôt d'objectifs, 4 objectifs de la guerre sont tracés parmi elles, donc la destruction des capacités industrielles relatives aux missiles
iranienne. La même note annonce également que parmi les objectifs, il y a la destruction, l'annihilation donc des capacités militaires marines de l'Iran. Poursuivons ce débat. Ça ressemble plus de la propagande qu'autre chose. Oui. Parce que rien de ce qui a été dit est prouvé. Et ce que dit le chef d'état-major de l'armée américaine lui-même contredit ce qu'il dit. Ça veut dire qu'on est en train de rattraper sur le plan international, puisque l'opinion internationale s'interroge sur les objectifs réels de cette guerre menée contre l'Iran. On est en train de donner des explications alors que tout le monde sait que ces capacités n'ont pas été détruites, comme l'opération Midnight Hammer en juin dernier. On avait parlé de la destruction des capacités nucléaires de l'Iran. Et c'est avéré que c'était faux. Donc on est en pleine guerre d'intox et de mensonges. De désinformation. D'autant plus que justement, l'administration Trump n'est pas passée par le Congrès américain, n'a pas obtenu l'aval du Congrès américain. Oui. Et là, on essaie de nous raconter que le Congrès aurait adressé une note pour avaliser justement cette opération. Voilà, c'est destiné à l'opinion publique aussi américaine. Absolument. Et l'armée, donc la télévision iranienne vient d'annoncer qu'un bombardement sioniste américain vient donc de cibler l'immeuble de la télévision et de la radio iranienne, la télévision iranienne qui rapporte qu'après une série de bombardements aux environs, donc aux alentours de cet immeuble, toutes les chaînes continuent donc de diffuser normalement ces programmes. Abdrahman Hadef, accueillons pour parler plus en plus d'économie. D'accord. Madame Layel Mansour, qui nous rejoint depuis le Koweït, la capitale plus précisément Koweït City. Vous êtes docteur en macroéconomie, spécialiste de la dollarisation. Layel Mansour, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir à vous tous. Layel Mansour, nous allons profiter de votre présence avant de parler plus amplement d'économie, pour un peu nous enquérir de la situation sur le terrain à Koweït City en cette quatrième nuit donc, de guerre au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'annonce ce soir à Koweït City? Est-ce que les choses sont calmes ou Il faut reconnaître que Oui, bonsoir. Il faut reconnaître que relativement à ce qui se passe au Liban avec les attentats, les attaques israéliennes au Liban, le Koweït City, c'est beaucoup plus calme. C'est toujours sous contrôle. Il faut reconnaître que rappelons que 3 avions américains ont été abattus aujourd'hui, donc tôt ce matin au Koweït. Tout à fait. Mais en tant que les citoyens koweïtiens qui sont là, en tant que résidentes étrangères, c'est toujours sous contrôle parce qu'en fait, il y a des abris partout. Il y a toujours des annonces, des sirènes qui nous avertissent s'il y a des dangers ou non. C'est toujours sous contrôle. On a remarqué qu'il y a les résidents ou bien les citoyens, ils ne sont pas vraiment attaqués comme le cas au Liban, par exemple. Donc, c'est sous contrôle. C'est toujours dans les bases américaines. Tout ce qui est lié à ce qui est armé, les bases américaines, et c'est très peu ou pas ce qui concerne les civils. Merci Layel Mansour. Parlons d'économie à présent. Je le disais tantôt, donc le détroit d'Ormuz est déclaré fermé par les gardiens de la révolution iranienne. Quelles sont les premières conséquences prévues par rapport à la situation économique de la région, mais plus largement du monde entier, alors que nous en sommes à la première journée de la réouverture des marchés? La première fois depuis 1979 que le détroit d'Ormuz est bloqué. D'habitude, il y a toujours l'Iran qui menace le blocage d'Ormuz, mais ça n'a pas été fait. Il y a toujours des menaces, des contraintes, des obstacles qui peuvent augmenter le prix, la prime de risque. Mais cette fois-ci, on a déclaré qu'il y a une clôture. Il faut savoir que presque 20% de la consommation quotidienne mondiale passe à travers le détroit d'Ormuz. Donc, cela va augmenter remarquablement le prix du pétrole. Et là, je voudrais faire une remarque, c'est que l'augmentation du prix du pétrole se fait par un choc d'offres, supply shock, et non pas grâce à la demande qui augmente parce qu'il y a une croissance économique.
Donc, nous ne pouvons pas voir que l'augmentation du prix du pétrole serait pour l'avantage ou bien serait pour le bénéficiaire aux pays du Golfe. Parce qu'il s'agit d'une guerre, il s'agit de clôture des aéroports quasi totale, il s'agit d'interruption de l'activité économique. Donc, il y a des pertes en parallèle. Donc, voilà, donc il y a une augmentation. Et je voudrais aussi faire le point sur quelque chose, c'est que le mot-clé de la situation économique de cette guerre, c'est la persistance et c'est la durée. Oui. Si l'augmentation du pétrole dure, et là je parle d'une persistance parce que en juin 2025, il y a eu des attentats, des attaques entre Iran et Israël et Qatar, mais ça a duré quelques jours. Du coup, il n'y avait pas vraiment des conséquences et on n'en parle pas. Mais là, si l'augmentation du prix du pétrole augmente de façon persistante pour plusieurs mois, il faut s'attendre qu'il va y avoir une inflation mondiale. D'après l'étude du Fonds monétaire international qui a été effectuée en 2024, et c'est une étude très précise et empirique, chaque $10 d'augmentation du prix du pétrole, persistante je parle, pourrait entraîner une augmentation de l'inflation mondiale entre 0,3 et 1%. Ça diffère selon le pays, la politique monétaire du pays, la politique fiscale, s'il y a subvention, voilà. Et il y a une autre étude aussi qui dit que 15% d'augmentation du prix du pétrole peut entraîner en moyenne à 0,7% d'inflation mondiale. Et nous savons tous que l'inflation, c'est l'ennemi public numéro 1 de tous les pays, quels que soient les pays, quelle que soit la géographie. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on parle des conséquences de cette guerre au niveau mondial. Je parle pas des coûts directs, parce que les coûts directs, on les connaît tous. Les coûts directs, c'est les coûts de dégâts, exact. Les infrastructures, c'est la destruction, c'est les bâtiments, c'est l'arrêt des aéroports, c'est les pertes de millions de dollars également, par jour. Le chômage technique qui touche plusieurs milliards. Surtout que Qatar et les Émirats arabes unis, ils ont des aéroports qui sont des hubs. Exactement. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Laël Mansour. Oui, et ce sont des hubs internationaux au niveau des transits internationaux. Donc ça, c'est très... voilà. Donc, je fais la différence entre les coûts directs, les coûts de dégâts et entre les conséquences économiques, mais les conséquences ne seront touchées par les consommateurs que si ça dure, que si la guerre dure et persiste. Merci Laël Mansour. Abdelrahman Hadef, est-ce que le monde est préparé à un énième choc économique? Je rappelle que cela a commencé avec la crise du Covid-19, suivie du conflit en Ukraine et des mini-conflit peut-être au Moyen-Orient. Il faut ajouter à cela l'agression qui dure depuis 3 ans, l'agression sioniste sur Gaza et maintenant cette guerre globale généralisée au Moyen-Orient. Est-ce que le monde est préparé à un nouveau choc économique? Laissez-moi dire que les crises ont commencé en 2008. Oui. Et parce que le monde n'est pas encore guéri de cette crise de 2008, de la crise des subprimes. Et tout le système financier qui a déraillé à ce moment-là est une des conséquences de ce changement global de l'architecture financière mondiale. Et aujourd'hui, avec la succession, c'est un peu là le risque qui augmente aujourd'hui, c'est que la succession des crises qui sont dans un temps très, très réduit. On parle du Covid, ensuite la guerre en Ukraine et aujourd'hui, depuis 2023, le Moyen-Orient qui s'enflamme, hein, c'est pas aujourd'hui seulement. Et cette guerre qui vient un peu aussi déjà impacter les marchés, on l'a si bien expliqué, mais au-delà des marchés maintenant, si ça dure, c'est là où on doit un peu analyser, mais ce n'est que de la prospective, parce que personne ne détient la clé. Si on s'infuse en matière de clé. D'ailleurs, même les belligérants aujourd'hui sont dans des trajectoires différentes. L'entité sioniste qui souhaite perdurer dans cette guerre et les Américains qui veulent avoir une guerre éclair. Donc c'est très difficile déjà de se projeter. Mais n'empêche, aujourd'hui, comme l'a expliqué Nabil Chiri, aussi notre invité de Koweït City, Laël Mansour. Laël Mansour, c'est que aujourd'hui on est dans des impacts directs. Donc on constate le prix de l'énergie qui augmente, la rupture des chaînes d'approvisionnement, ça c'est extrêmement important. Et il y a aussi les primes de risque, l'assurance. Au début, les 2 premiers jours, il a été annoncé une augmentation de 50%. Et tout à l'heure, les sociétés d'assurance ont arrêté carrément
d'assurer les navires qui vont sur cette... Je rappelle que 3 des premiers armateurs mondiaux, c'est-à-dire Hapag-Lloyd, Maersk et CMA CGM, ont annoncé l'interruption des passages de leurs navires par le détroit. Tout simplement parce que les compagnies d'assurance ont arrêté carrément les primes d'assurance pour ces trajectoires et ces passages. Donc, et là, on commence à rentrer dans une nouvelle phase. Et ce que les Américains ne souhaitent pas les Américains, Wall Street n'accepterait pas, c'est de rester longtemps dans cette phase d'incertitude, et c'est là où il y a le risque sur les marchés. Aujourd'hui, les marchés à New York vont vraiment être vraiment impactés et vont réagir très difficilement. D'ailleurs, ils ont commencé à intégrer des primes de risque de guerre au-delà des risques, les primes de risque politique, avec l'imprévisibilité de l'administration Trump. Aujourd'hui, il y a les primes de risque militaires qui vont augmenter aussi, qui vont toucher les marchés. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a toute l'économie. Il faut qu'on se projette. Madame a parlé de l'inflation. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout toléré par les marchés. Toutes les prévisions sont là pour un peu essayer d'éviter d'aller vers des pressions inflationnistes sur le long terme, mais si la guerre va durer, nous allons rentrer dans une phase vraiment d'incertitude, et là, les économies mondiales vont subir vraiment pas un choc pétrolier, pas un choc financier, mais c'est un choc économique. Donc là, il faut être vraiment vigilant, et à mon avis, c'est pour cela qu'il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent, que ce soit au niveau des États-Unis ou en dehors, et surtout en Europe. L'Europe, elle est encore plus menacée que les États-Unis par un choc économique. Donc aujourd'hui, l'Europe, elle est coupée de ces approvisionnements en Russie. Qui n'arrive toujours pas à relancer sa croissance. Pas du tout, elle est pratiquement nulle. Oui. Et là, il y a cette guerre qui vient un peu aussi les brusquer dans un moment d'incertitude. Les prix ont surenchéri. D'ailleurs, le prix aux consommateurs... Je rappelle, après des efforts monstrueux de la part de la BCE pour tenter de faire baisser l'inflation. L'inflation, oui, et en même temps, le fameux plan de Repower EU qui a tenté d'accélérer la transition énergétique. Si Abdelrahman, j'aurais dans votre sens, et celui de Mme Layel Mansour, c'est qu'on est avec 3 facteurs de risque intenses pour l'économie mondiale. D'abord, une administration américaine imprévisible. Parfaitement d'accord. On ne sait pas l'incertitude quant à l'issue de la guerre. Et troisièmement, la durée. Et c'est vrai que la durée, c'est une grande inconnue. Beaucoup d'experts n'arrivent pas à détecter comment cette guerre va s'arrêter. D'abord parce que sur le plan opérationnel, l'érosion du système antimissile, tant israélien qu'américain, est en train de baisser. Il va falloir chercher du carburant aussi pour les bateaux, pour les avions. Vous savez que l'Espagne empêche l'utilisation de ces bases, et des bases étaient utilisées justement pour le ravitaillement. Oui. Et troisièmement, le troisième point, c'est que la hausse du carburant, parce qu'on va aller vers une grosse prix du carburant, qui va entraîner la hausse des produits agricoles, qui va entraîner un enchaînement. Et donc, en plus de ça, parce qu'on l'a oublié, il y a des aéroports qui sont fermés. Et il y a des voies maritimes qui sont maintenant bloquées. Donc, il y a tous les éléments qui font qu'on va droit vers une immense crise économique mondiale. Il y a un autre point très important aussi. Tout à l'heure, notre invité de Paris parlait d'économie de guerre. Alors qu'il faut savoir que les États-Unis ne sont pas prêts à une économie de guerre. Je vous donne quelques chiffres. Il y a certains missiles, parce que le paramètre stock aujourd'hui va jouer vraiment un rôle très important. Il y a certains missiles que les États-Unis produisent 3 en un mois. Et là, ils tirent des dizaines en une journée. Oui. Donc le paramètre stock, ça va leur coûter énormément cher. Et c'est pour ça peut-être, la Benchiri, que les États-Unis tentent d'impliquer d'autres alliés dans cette guerre, notamment sur le plan militaire et sur le plan de l'armement, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais le chiffre de 3 missiles, alors qu'ils en utilisent 10 par jour, c'est un chiffre fondamental. Ça veut dire quoi, au fond ? Mais ça veut dire que la Chine, c'est le grand gagnant de cette guerre.
la Chine observe. C'est un théâtre d'opération pour la Chine. La Chine ne fait pas de guerre. Guerre d'usure pour les États-Unis, Absolument. entendez-vous ? La Chine ne dépense pas d'argent en faisant des guerres. La Chine dépense de l'argent pour faire de l'investissement, pour produire des voitures électriques, pour produire des machines, etc. Donc je pense qu'en termes de confrontation à un niveau global, c'est-à-dire Chine, États-Unis, là nous sommes définitivement devant une victoire, j'allais dire, de la Chine face aux États-Unis. Sans bouger un soldat en dehors de ses frontières. C'est Sun Tzu. Ouais, c'est Sun Tzu. C'est gagner la guerre sans livrer de bataille. C'est exactement ça la Chine. Même si la Chine a de grandes capacités militaires. Exact. Absolument. Absolument. C'est une puissance nucléaire. Absolument. Pour revenir à l'économie de guerre, Oui. d'ailleurs, on l'a vécu en Ukraine. Oui. Que les alliés, carrément, pas que les Américains, n'ont pas pu suivre la tendance et aussi l'engagement de l'économie de guerre russe, qui est vraiment dans une économie de guerre. Exact. Et donc, croyez faire plier dans les 2 mois qui ont suivi le déclenchement de l'opération. D'ailleurs, là, je reviens vers un élément très stratégique, ce que faisait comme comparaison M. Lamine Chiri, c'est... Aujourd'hui, les États-Unis sont dans un risque d'épuisement des stocks, alors que leur but, ce n'est pas l'Iran, sur le plan global. C'est la Chine. C'est bien la Chine. Et là, ils voient vraiment quelque chose leur échapper, parce qu'ils sont entraînés, je dirais même, sans leur volonté. Voilà. Ouais. Je vous interromps, Faisal, juste pour cette information. Le département d'État américain donc, recommande vivement à ses ressortissants de quitter 12 pays de la région, principalement des pays arabes, dans l'immédiat. Oui, les États-Unis fabriquent au maximum 600 à 700 missiles au Tomahawk. C'est-à-dire les missiles partagés par 19 pays. Ça veut dire que si la guerre va au-delà de 12 à 15 jours, les capacités militaires de riposte, et la capacité notamment pour les systèmes antimissiles, ils seront vraiment en difficulté. C'est pour ça. D'où le facteur temps. Le facteur temps est très important, comme l'a souligné Mme Layet tout à l'heure. Manuel Pouchelet, votre avis sur cet aspect de guerre économique et des capacités militaire américaine, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un état des lieux de l'armement qui a déjà été déployé dans cette guerre d'agression contre l'Iran durant ces 3 premiers jours? Oui, c'est un nombre incalculable de tirs de missiles. Maintenant, la question est la suivante, est de savoir s'ils sont allés au but. Parce que je rappelle qu'il y a quand même, j'allais dire, 2000 sorties, 2000 cibles qui ont été visées, plus de 700 sorties, donc ça coûte aussi du carburant. Donc je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, il y a le défi logistique, hormis la production mensuelle de certains missiles. Et d'ailleurs, même les États-Unis s'en inquiètent, puisque des hauts responsables américains ont déjà prévu de mobiliser, et là je reviens à ce que disait un de vos invités en plateau, le stock de missiles qui est en zone pacifique, ce qui permettrait à la Chine de faire tomber Taïwan comme un fruit mûr. Alors, elle a déjà commencé avec la manœuvre politique, mais sans passer par la manœuvre militaire. Donc, je reviens à Sun Tzu, gagner sans combattre. Mais les Américains, de toute façon, sont des personnes, on va dire, organisées. Mais le jour où la logistique américaine dira non, vous verrez, les opérations s'arrêteront comme elles ont commencé. Oui, Taïwan qui, bien entendu, rappelle le principe de la Chine unique en ce qui concerne Taïwan, Faisal Matawi, comme province faisant partie intégrante de ce pays, d'où l'intérêt de la défendre, Faisal Matawi. Layel Mansour, parlons un peu de valeur refuge en économie, en ces temps de guerre. J'entends par là l'or, les cours de l'or ont également frémi. Ils n'ont pas attendu la réouverture des marchés. Cela a commencé hier, lors de certaines transactions sur des plateformes américaines, plus 5% pour l'or, alors que nous étions en plein week-end. Layel Mansour, quelles sont les réactions prévues, envisageables pour l'or durant cette semaine d'après vous? En effet, l'or, vous savez que c'est une monnaie de refuge, ou bien c'est un asset de refuge. Oui, valeur Donc, refuge. Oui, quelles que soient les conséquences, à chaque fois qu'on a des problèmes économiques, que ce soit lié aux tarifs, aux douanes, que ce soit lié à une guerre économique, un blocage ou des sanctions, on voit que la demande en or va augmenter. C'est vrai que ça augmente surtout de façon volatile au moment même de la crise, mais pas une tendance, pas forcément une tendance à long terme.
Parce qu'il faut savoir que l'or ne rapporte pas ni de dividendes, ni de taux d'intérêt. Donc, c'est juste des actifs qui ont des valeurs qui augmentent. Donc, à chaque fois qu'il y a un choc qui est très momentané ou bien un choc qui est imminent, on voit vraiment que le prix de l'or qui augmente. Mais là aussi, on peut prévoir aussi l'augmentation du prix de l'or si le prix du pétrole va augmenter. Parce que quand on a des chocs qui sont sérieux, des crises sérieuses, il y a le dollar qui est aussi considéré refuge. Par contre, quand il y a des crises qui ne sont pas vraiment très sérieuses, non, l'or, il va augmenter, le prix de l'or, le cours de l'or augmente en faveur ou bien en dépend du dollar. Mais dans ce cas-là, on pourrait envisager que les deux vont augmenter. Le cours du dollar et le cours de l'or qui va sûrement augmenter. Très bien, l'on signale également une explosion. Si vous me le permettez, laissez-moi juste signaler une explosion à Larnaca, à Chypre, en ce moment même, Layal Mansour. Voilà. Ah là là. Oui, je voulais juste vous dire que c'est pas seulement les États-Unis qui n'est pas prêt pour une guerre, mais il y a personne, il n'y a aucun pays qui est prêt à faire une guerre. Et soyons un peu réalistes. Les pays européens, ils sont soit en récession, soit à la limite d'une récession. Ils sont encore faibles, ils sont encore fragiles, ils sont en train de lutter contre l'inflation. Ils n'ont pas encore atteint le but inflation de moins de 2%. Donc, il y a aussi de problèmes de finances publiques, de dettes qui augmentent dans tous ces pays, que ce soit les pays industrialisés ou non, et même la Chine. C'est vrai que la Chine est en train d'observer ce qui se passe. Et c'est vrai que la Chine ne dépense rien. Mais on ne peut pas dire que la Chine, elle va être indifférente. La Chine ne peut pas être indifférente face à une telle guerre, parce qu'il faut savoir que l'Iran, il a un pouvoir qui est très, très fort, pouvoir politique, géopolitique et économique. Et l'Iran, c'est un des meilleurs alliés à la Chine. Si jamais l'Iran sort de cette guerre perdant, donc la Chine va perdre, va rater un de ses meilleurs alliés, et c'est très important. L'Iran, c'est pas un tout petit pays, c'est un pays économique, politique et géopolitique. Il y a vraiment un poids très lourd et très important pour la Chine. Même si la Chine ne dépense pas sérieusement ou bien directement dans cette guerre, mais la Chine n'est pas du tout indifférente dans cette guerre. Tous les pays vont être affectés de façon différente, soit par l'inflation, soit par des alliés politiques, soit par on ne veut pas intervenir comme les pays européens. Mais quand il y a une guerre, il y a presque tout le monde c'est coûteux pour tout le monde. Le taux du coût diffère d'un pays à un autre. Personne n'est vraiment à l'abri 100%. Merci Layal Mansour. Un demi-mot. Juste avant la Benchiri, l'on signale également le Front internationaliste signale une reprise de tirs donc, de missiles iraniens en ce moment même vers le nord des territoires palestiniens occupés. Les alarmes retentissent actuellement dans plusieurs régions des territoires palestiniens occupés. À vous la parole, Amin Chéri. Merci. Donc c'est l'Iran qui signe et qui persiste finalement. Donc il y a des frappes de part et d'autre. Moi je voudrais juste relever un petit point concernant l'Europe. C'est-à-dire, les Européens aujourd'hui sont pris dans un piège terrible. C'est-à-dire, ils ont coupé l'approvisionnement de chez les Russes à cause de l'Ukraine. Et ils comptaient sur l'approvisionnement des Qataris. Aujourd'hui, les Qataris ont décidé de cesser l'exportation du GNL. Lamine Chéri, contraint de vous interrompre une deuxième fois pour une courte page de pub que j'ai oublié d'annoncer. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans quelques instants.